Je dis deux mots avant de lui passer la parole. Non, d'abord parce que Jean ne le sait pas, mais j'ai été un auditeur furtif de certains de ses cours et interventions parisiennes quand j'étais moi-même étudiant. À Jussieu, entre autres, aux Grandes Actions, au cinéma du Panthéon, mais qui est vraiment caché dans le public, en n'osant jamais le solliciter ou prendre la parole en public, tout ça, j'étais trop timide. Hein. Voilà. Mais donc, quand Jean était venu déjà il y a quelques années à l'Ancien Méliès présenter une rétro Murnau, avec 8 films quand même, on était déjà très 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 contents et fiers de son accord. Voilà. Et quand il est venu l'année dernière en nous disant « mais moi j'aimerais bien revenir, ce serait chouette que je revienne au Méliès », ça fait un peu un an qu'on se dit « mais au fait, quand est-ce qu'on invite Jean Douché ?» Voilà. Et donc je remercie d'autant plus la Cinémathèque de Bourgogne qui s'appelle Jean Douché de nous avoir aidé à concrétiser enfin ce projet, parce que moi j'aimerais bien que Jean non seulement vienne ce soir, mais revienne. Mais ça, ce sera à vous de jouer hein, aussi. Parce que c'est évidemment un des meilleurs passionnés et pédagogues de cinéma que la France compte aujourd'hui encore. Voilà, c'est que pour faire naître en soi l'amour du cinéma, il faut évidemment rencontrer des œuvres chocs, parce que je pense que le rapport passe d'abord par l'œuvre, mais il faut aussi de temps en temps rencontrer des gens qui vous aident à accéder à l'œuvre, qui l'aident à s'épanouir. Voilà, et Jean fait vraiment partie de ces gens-là qui sont capables d'épanouir une œuvre, de la faire résonner autrement en vous. Voilà, donc pour moi, ça a été un des formateurs importants. Ce qui d'ailleurs m'a créé un petit traumatisme, je dis ça un jour, mais avant même que je rencontre Jean Douché, je commençais déjà à parler de cinéma, alors que je ne connaissais rien, dans une position d'imposture totale, avec comme truc qui était, comme j'y connais rien, je vais voir plein de films, et puis au fur et à mesure, je finirais peut-être par devenir compétent. C'est raté, mais bon. Et un jour, un type m'a dit « Ah, c'est marrant, on dirait un petit Douché ». Je ne savais pas comment le prendre. C'était peut-être très ironique. Oui, très bien, très bien, très bien. Et donc, ça m'a sans doute aidé à me dire il faut quand même que j'aille écouter le Grand Douché. Voilà, donc je suis très content que le Grand Douché, qui n'est pas du Luxembourg, pardon pour cette mauvaise blague, soit présent avec nous ce soir. Merci, Jean Douché. Merci beaucoup. Je donne un peu ma façon de faire. C'est-à-dire que je ne vous parle très peu avant le film, parce que je considère que pour ceux qui, entre autres, n'ont pas vu le film, il est bon que vous le receviez tranquillement, que ce soit vous qui le receviez, et non pas de façon directionnelle, en disant il faut regarder ceci, il faut regarder ça. Il faut regarder ce que vous voulez, et vous recevez, et après, évidemment, on en discute. Alors, juste quelques mots sur Lubitsch. Donc là, on vient de parler des Murnau, curieusement. Il se trouve qu'au début du cinéma, et en particulier du temps du cinéma muet, le cinéma allemand a été d'une grande importance, juste après la guerre, parce que avant la guerre, l'industrie allemande considérait que le cinéma c'était fait pour les... Il est intéressant pour les Français, quoi. C'est-à-dire que c'était pas fait pour les Allemands, donc il est quasiment pas de cinéma allemand. Et c'est pendant la guerre de 14 qu'ils se sont mis au cinéma et très vite ils sont devenus un des grands cinémas du monde, en tout cas avec des cinéastes de première importance, dont Murnau, dont on vient de parler, dont Fritz Lang évidemment, et dont Lubitsch, que nous allons voir maintenant. Alors Lubitsch, c'est un Berlinois, très berlinois, avec l'esprit berlinois. Et à l'époque de la guerre de 14-18, cet esprit-là avait besoin de travailler car ce qui est arrivé après 18 est une catastrophe, et en particulier avec le traité de Versailles, admirable traité qui a tout à fait été digne de déclencher la guerre 20 ans plus tard, c'est-à-dire en faisant que les Allemands n'avaient plus le droit à rien, n'avaient plus le droit d'exporter, tout le reste, bref. En d'autres termes, on les tuait dans l'œuf. Et Lubitsch, avec son cinéma, alors qu'il est au départ un figurant qui travaille avec un metteur en scène de théâtre capital dans l'histoire du théâtre et même de la mise en scène de la TFC et par Reinhardt, et il travaille chez lui, commence comme figurant, et ensuite se tourne vers le cinéma, et son cinéma est tout à fait remarqué, et même, il s'exporte. Pas chez les Français, parce que quand même, nous, en France, on n'a pas le droit de prendre des cinémas allemands de l'époque, donc on ne fait pas, mais les Américains s'intéressent à Lubitsch, et au point qu'en 1924,
il demande à Lubitsch s'il peut bien venir à Hollywood pour faire du cinéma. Lubitsch accepte pour un film. Résultat, il va y rester jusqu'à la fin de ses jours, et il deviendra tout simplement non seulement l'un des grands cinéastes américains, mais même, je pense, le plus grand cinéaste de comédie du cinéma jusqu'à aujourd'hui. Vous allez en avoir la preuve avec ce film-ci, qui est de 1932, que Lubitsch d'ailleurs considère comme peut-être son meilleur film. En tout cas, c'est un pur plaisir d'intelligence, de subtilité, de réflexion sur la vie, et en même temps de qu'est-ce que c'est qu'une comédie. Mais tout cela, on en parlera tout à l'heure. Pour l'instant, voyez le film et bonne séance. Merci beaucoup. Bonne projection à tout à l'heure. Bien, donc 1932, comme ça pour mémoire, 29, il y a eu 29, donc... près d'Aouya. Comment? Voilà. Donc il y a eu 29, les gens vivent de cette époque-là, et évidemment le film n'est pas tout à fait sans référence à cette époque. L'argent, comment on en dispose, à qui il va, pourquoi il ne va pas là, pourquoi il va ailleurs, etc. En même temps, c'était une comédie soi-disant à l'américaine, mais en fait, quand on la regarde bien, elle est totalement européenne. Et même italienne. Comment? Et même italienne. Oui, enfin non, elle est européenne. Italienne, forcément, ça fait partie de l'Europe. Donc, mais de toute façon, c'est la comédie telle qu'elle était jouée en Europe centrale, que ce soit l'Autriche, que ce soit Berlin. C'est le moment où il vient d'y avoir une révolution dans le monde du théâtre, en particulier avec Max Reinhardt, ce grand metteur en scène de théâtre allemand, chez qui Lubitsch a commencé. Et à ce moment-là, cette mise en scène devient quelque chose qui a une action et qui joue sur le texte que l'on va jouer au théâtre. C'est très intéressant de regarder l'évolution du théâtre en Europe, en particulier depuis la fin du XVIIIe, lorsqu'on quitte Marivaux, Beaumarchais, etc., et qu'on commence à rentrer dans le XIXe siècle et voir l'évolution de cette comédie, en particulier à la fin du XIXe, au début du XXe, lorsque la bourgeoisie a pris le pouvoir, lorsque maintenant on peut se moquer de la bourgeoisie et qu'on peut évidemment regarder les choses autrement. Et en particulier l'importance qu'a eu dans cette évolution le vaudeville, et à ce moment-là, à partir du vaudeville, une comédie très sophistiquée, qui est seulement celle qui va devenir de préférence la comédie dans l'Europe centrale, donc je répète, Allemagne et pas Autriche, enfin l'Empire austro-hongrois, même un peu d'ailleurs encore en Pologne, un tout petit peu en Russie, et en revanche en France, la comédie en France reste bien française, et elle n'a pas du tout cette légèreté, cette espèce de finesse et de rapidité qui est la caractéristique de ce type de comédie, mais en particulier la façon dont Lubitsch la traite. Alors, ce qui est magnifique dans un film comme celui-ci, c'est qu'il ne s'agit pas de faire rire le spectateur. Il s'agit de lui laisser, du début à la fin, et constamment un sourire. Un sourire qui est très intéressant dans le sens où Lubitsch a réfléchi évidemment à la comédie. Et la comédie, pour lui, il sait qu'elle travaille sur le chiffre 3.
autant le drame ou la tragédie, n'en parlons pas, mais le drame travaille sur le deux, la dualité, un moi contre deux mots, etc. On est deux, il y en a un qui vient l'épée, l'autre qui vient l'épée, il y en a un qui disparaît. Donc le drame joue sur le deux. La comédie doit jouer sur le trois, et en particulier le travail de la comédie, l'évolution de la comédie, lorsque le ternaire devient essentiel, le fameux trio de la comédie, et évidemment, Bobic travaille à fond la notion du trio, mais pas seulement sur la disposition, à l'intérieur de la dramaturgie, mais essentiellement dans la dynamique même. Quand vous voyez un film comme celui-ci, vous n'y faites pas attention. Il n'y a pas un plan qui ne soit pas, non, je ne dirais pas nécessaire, c'est évident, mais qui ne soit pas déjà en annonce du plan suivant. C'est-à-dire que vous êtes toujours dans du futur, vous n'êtes pas dans du présent. Et constamment, pas depuis le premier plan, ça fonctionne comme ça. À commencer par cette admirable ouverture. Déjà commencer l'ouverture par une gondole avec dedans les ordures, c'est évidemment mettre un peu le niveau de la comédie où, bon là, on a une dualité, Venise, les ordures, et immédiatement on passe au-dessus, l'hôtel, la rêverie, le grand monde, et la mise en place de ce grand monde par rapport à la réalité des choses, et en fait aussi par rapport à la comédie de ce grand monde, donc cette espèce de fausseté de ce grand monde qui se donne justement les grands airs, mais au fond qui est quand même assez vulgaire, enfin pas vulgaire, au fond dominé par l'impossibilité que ce monde a d'être le maître de ses désirs, et donc de croire qu'il est le maître par l'argent et par la situation, et pas par le désir. Et tout le film va justement être la mise en question de cette société, et en particulier dans ce qu'elle veut avoir, c'est-à-dire le bonheur de l'existence. Dans l'existence, ce bonheur va être mis en question par le jeu des sentiments, qui lui est une réalité qui ne dépend pas du tout du monde extérieur de la société, c'est-à-dire de l'argent et de la position sociale. Et tout le film est fait là-dessus. Pour arriver à la fin, en définitive, qu'est-ce que c'est que la vie et qu'est-ce que c'est que l'existence? L'existence, c'est posséder les biens, c'est posséder le monde, c'est posséder le temps. Le temps, on est propriétaire du temps. On s'installe, et donc, voilà. En revanche, la vie, c'est l'instant. Un instant, un instant, un instant. Et donc tout le film va être joué sur l'idée de l'existence, mais essentiellement dans sa facture même, dans la façon dont c'est traité, tant dans l'intrigue que dans les dialogues, que dans les images, et dans la petite mise en scène, est entièrement fait sur chaque instant, que l'instant, que l'instant, que l'instant. Et donc ça fonctionne comme ça. D'où le fait que le spectateur est entièrement pris par cette espèce de mécanique qui est extrêmement savante, très subtile, très humaine en définitive, et quand on y réfléchit, d'une très grande justesse. Sur la société, c'est parfait, et en particulier là, cette société 32, donc le vendredi noir, non c'est le jeudi noir, je pense, je ne sais plus si c'est le jeudi ou le vendredi, de 1929 est passé, et là, il y a juste signalé à un moment sur la difficulté de l'argent en ce moment, bon, et sur l'idée justement de l'argent qui domine tout, mais en même temps qui peut être pris et qui peut disparaître immédiatement. Nous sommes dans la logique, ou en tout cas dans la réaction de l'époque, de la société américaine, certes, mais mondiale, après 1929. Et là, c'est un film tout à fait passionnant, si vous déjà aussi vous la resituez à l'époque. Il y a pas d'autres petites choses, par exemple. Je n'en suis pas sûr,
Mais je pense que quand même, il y a pensé 1232, et comment s'appelle le secrétaire, enfin, il s'appelle Adolphe, comme c'est tout ça, vous savez, on est vraiment dans cet esprit fin de siècle du 19e, début 20e, et en même temps, cette époque de la société, très, très heureuse d'après la guerre de 14, et c'est cet esprit-là qui domine, et tout est entièrement en finesse, tout est entièrement en subtilité, à vous de saisie, de comprendre, etc. Et évidemment, en même temps, ce système de narration implique une construction dramatique de l'histoire qui est en même temps très simple comme l'histoire. C'est vraiment l'histoire type de la comédie, c'est-à-dire le trio de la comédie. Le trio, là c'est 2 femmes et un homme. Dans d'autres films de Lubitsch, c'est 2 hommes et une femme, pas aucune importance. Mais le trio est toujours là, et dans ce jeu de subtilité, exactement, faire se jouer les choses importantes, et en fin de compte, les choses importantes, c'est le sentiment, c'est l'autre, l'existence de l'autre et la vie de l'autre, et à ce moment-là, c'est ça qui compte. On trouve admirable cette fin, mais toutes les fins de Lubitsch sont géniales, et cette fin est admirable. Cette fin dans la voiture, où finalement, chacun montre qu'il est quand même un bon escroc, et si on est un bon escroc, enfin, on fera vraiment un bon couple. Voilà, les choses sont réglées. Et en même temps, je trouve le personnage aussi de Mme Collet c'est souvent magnifique. Alors, Mme Collet, là encore, je ne sais plus que c'était la grande marque de parfum à l'époque. Ça devait être Guerlain, un truc comme ça. Je ne sais plus. Mais il est évident qu'ils ont pensé, Mme Collet, ça fait penser à la grande marque de parfum de cette époque-là. Et je crois que c'est Guerlain, mais enfin, c'est pas une autre. Comment c'est? Lequel? Coty. Ah oui, ou Coty peut-être, oui. C'est possible, oui. Oui, c'est possible. Enfin bon, de toute façon, eux, ils ont pensé. Maintenant, ça fait 80 ans de ça, bon, c'est plus très grave. Mais en même temps aussi, évidemment, ce qui est très Lubitsch, qui, je répète, fera en sorte de rappeler toujours à Hollywood qu'il est quand même européen, mais se servant de le rendre nécessaire, c'est quand même Paris. En général, là, on parle de Venise, bien sûr, au départ. Venise en tant que, je dirais, caricature du grand amoureux. Les amoureux vont à Venise, et à Venise, c'est la posture, et c'est pour ça que ça commence par les ordures, etc. Enfin, alors, être emporté par un film de Lubitsch, c'est vraiment merveilleux, et en plus, si on est emporté, c'est que vraiment, c'est un cinéaste qui a inventé à partir du théâtre, en se servant du théâtre, à faire le cinéma. C'est-à-dire qu'il y a eu pendant très longtemps, et en particulier au début du parlant, puisque là nous sommes au début du parlant, le parlant a été utilisé à partir de 27, mais en réalité, dans le monde du cinéma, c'est 29-30, et donc là nous avons 2 ans de cinéma parlant, ou 3 ans, et il y a une utilisation du cinéma parlant qui est absolument magnifique dans le film, et en particulier sur le jeu de dialogue, etc. Mais en même temps, surtout, ce qui est intéressant, c'est comment Lubitsch, partant du théâtre, retravaille le théâtre, non pas pour faire du théâtre filmé, ce que beaucoup d'autres cinéastes ont fait, mais au contraire, de faire en sorte que, en se servant du théâtre, il invente réellement le cinéma. En particulier, je prends un exemple, parce qu'il est vrai non seulement pour ce film-là, mais pour tous les films de Lubitsch, le travail, par exemple, sur la porte. Vous êtes au théâtre. Si vous êtes au théâtre, vous savez que jusqu'au début du 18e,
bon, les spectateurs, quand vous prenez Shakespeare, etc., etc., les spectateurs sont sur scène, à gauche, à droite des coulisses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, bon, et il y a une espèce de décor, une toile de fond qui était, la toile de fond qui était peinte, qui en général, il y en avait 5 ou 6 par théâtre, qui étaient toujours les mêmes, le jardin, ça n'a pas toute l'importance, mais les toiles de fond. Et en fait, les personnages arrivaient par les coulisses, mais derrière les spectateurs, qui étaient à droite ou à gauche. Et bon, il n'y avait pas, si vous voulez, de théâtralité à partir du lieu de l'espace qui était représenté sur scène. Par exemple, chez Molière, oui, on entre en effet, quelquefois on entre par les portes, mais la porte ne joue pas une grande place. Même les fenêtres non plus. Ça joue, mais ça décore. Les portes et les fenêtres sont en fait fermées, quoi, sont closes. À partir de la fin du XVIIIe et au début du XIXe, avec entre autres le drame romantique, etc., d'un seul coup, la scène se ferme. Et la scène se ferme à ce moment-là, c'est un lieu à part, c'est un lieu de représentation. Donc le spectateur est dans la salle, et sur la scène, il y a le décor, et le décor dans lequel se passe évidemment l'action. Dans ce décor, il faut que ce décor soit fermé. Et en particulier, représenter les intérieurs qui jouent dans la pièce, la maison, etc., les chambres, tout ce qu'on voudrait, ou le jardin comme on veut. Bref, l'entrée d'un personnage ou la sortie ou surtout la sortie d'un personnage. À la fin d'une scène, le personnage quitte la scène, en général, ça doit faire un effet. Et un effet où le drame s'est joué, tout peut se passer. Mais au théâtre, bon, la porte, vous l'avez, mais elle sert simplement, on ouvre, on ferme la porte. On peut quelquefois travailler sur l'idée qu'il y a quelqu'un derrière la porte qui écoute. Il y a quelques pièces qui le jouent, mais ça se fait très peu, parce que ce n'est pas véritablement important au point de vue scénique, c'est pas ça qui compte. En revanche, vous filmez maintenant le décor. Vous filmez le décor, donc à ce moment-là, vous donnez une réalité à l'idée du décor. Et les gens sont dans des pièces, etc. Alors, il faut ouvrir les portes, fermer les portes. À ce moment-là, chez Lubitsch, vous remarquez, vous avez jusqu'à regarder, vous verrez que la porte compte énormément. Ici, qu'est-ce qui se passe derrière la porte? Ce n'est pas qu'est-ce qui va entrer, mais qu'est-ce qui est derrière la porte et qu'est-ce qui se passe derrière la porte. Et donc à ce moment-là, il y a une espèce de prolongement qui est suggéré par le cinéma et qui permet maintenant de voir derrière le décor et d'imaginer ce qui se passe derrière. Par exemple, si vous prenez, je prends un exemple, il y en a d'autres dans le film, mais si vous prenez l'escalier, où il faut monter, d'abord on le monte de façon très, très normale, puis peu importe, on va le monter de plus en plus en courant, parce qu'on est de plus en plus pressé. Et en plus, il y a la chambre avec une porte à gauche, une chambre avec une porte à droite. Tout cela, au milieu, il y a une horloge. Pourquoi une horloge au milieu de ces deux chambres? Tout simplement pour vous rappeler qu'on est justement dans un travail de comédie, et dans la comédie chez Lubitsch, je répète, il y a deux choses, il y a deux temps. Il y a la temporalité de l'existence, qui est une durée, qui est la durée, au fond, du film, et puis vous avez l'autre temps, celui de la vie, qui est instant par instant par instant. Donc à ce moment-là, l'horloge, c'est important de savoir d'être quoi dans l'existence, dans la durée, où vous êtes dans l'instant. Par exemple, quand les portes s'ouvrent et se ferment de plus en plus, on est derrière telle porte, et d'un seul coup, on est passé dans la porte de l'autre, et ensuite on inverse tout. D'un seul coup, tous les jeux sont retournés. Et donc, à partir sur un élément premier nécessaire au théâtre, qui est la porte, d'un seul coup, au cinéma chez Lubitsch, ça devient un élément moteur de la construction même. Et donc, à ce moment-là, ça devient une espèce de force, et de force visuelle qui mène l'intrigue et qui fait évoluer les choses. En même temps,
évidemment, derrière la porte, il y a aussi les visages. Et vous avez pu remarquer, mais cela, c'est dit, tout le monde le sait, que vraiment, chez Lubitsch, les acteurs, c'est une merveille de plaisir de jeu d'acteur, de pure merveille. Il n'y a pas un moment, une réaction, etc., qui ne soit pas de subtilité, d'intelligence. Mais en même temps, en aucun cas, on ne veut vous faire voir l'acteur. Comme si c'était tout à fait naturel. Et ce naturel, qui est absolument fabriqué par Lubitsch, fait que, évidemment, son cinéma aujourd'hui reste encore un modèle, et ce n'est pas pour rien que énormément de cinéastes se sont inspirés de Lubitsch, parce que c'est un modèle de ce que c'est que l'écriture du cinéma, et en effet, faire en sorte que l'écriture elle-même devienne un moteur, et un moteur à l'action. C'est-à-dire que c'est l'écriture qui vous fait avancer l'action. Et vous la regardez se développer sur l'écran de bout en bout. Alors voilà le plaisir que l'on ressent et que les spectateurs, sans même le savoir, éprouvent. Et donc, Lubitsch a réussi ce tour de force qui fait que, pour l'instant, et à ce jour, ça fait quand même dans 120 ans que le cinéma est inventé, ce qui fait qu'il reste le plus grand cinéaste de comédie. Là, je parle de comédie, parce que je ne parle pas de comique. Le comique, c'est autre chose. Chaplin, Buster Keaton, tout ça, c'est admirable, mais c'est autre chose. La force de la comédie, c'est justement le ternaire. 1, 2, 3. La comédie chez Lubitsch, c'est un jeu. Non, pas la comédie. Le comique, c'est un jeu de duel. C'est même un jeu de solitaire. On voit bien que les grands comiques sont individuels. C'est Chaplin, c'est Keaton, ou alors un duo comme Laurel et Hardy, etc. Mais le comique est un personnage qui se heurte à l'univers, ou plus exactement que l'univers met en position difficile. Alors que la comédie, non. Et par exemple, si vous voyez le film, les personnages sont persuadés que ce sont eux qui sont le maître du monde. Mais en réalité, le sont-ils? Et tout le jeu, même le sens du film est là. Les deux escrocs sont maîtres du monde que sur l'instant. Et évidemment, la propriétaire, Madame Collet, est maîtresse du monde. Mais seulement, elle n'a pas la vie. Elle a l'existence. Oui. Et la vie, ben, ce sera quand même ceux qui la vivent à l'instant. Et qui peuvent la perdre à chaque instant, comme ils peuvent la gagner à chaque instant, etc. Ben, tout le jeu est là. Et sans en avoir l'air, on peut dire que la pensée de Lubitsch est la pensée elle a une résonance philosophique. En tout cas, une résonance sur qu'est-ce que le monde et comment sommes-nous dans le monde et comment nous comportons-nous dans le monde. Un superbe travail avec la reconnaissance qu'on doit porter à Lubitsch, c'est-à-dire qu'au moins, en plus, il nous propose de réflexion philosophique sans nous ennuyer une seconde. Ce qui est quand même pas tous les jours. Bonsoir, contente de vous revoir après toutes ces années au Palais de Chaillot. Vous parlez de trio et moi je me demande, est-ce qu'il n'y a pas 2 trios dans ce film? C'est un jeu de trio, bien sûr. Voilà, et il y en a 2. Bien sûr. 2 grands trios. Bien sûr, il y a non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Il y a variation des trios. Un trio, ça, le problème du 2, c'est face à face. Le trio, c'est qu'il y en a un qui déplace la face. Donc à ce moment-là, on change de face. C'est le tournant, en fait. Le trio implique la rotation. Alors que la dualité implique l'affrontement direct. Donc le duel. Bien sûr, là, l'image que je donne de l'art dramatique, bon, c'est plus complexe. Mais il n'empêche que si vous réfléchissez bien, vous apercevrez que justement,
Le drame, c'est plutôt duel. La comédie, c'est plutôt ternaire. Ça, c'est deux trios parce que quand Madame Collet arrive dans le film, pour le coup, c'est une femme et deux hommes, puisqu'elle a deux prétendants, qui sont aussi inefficaces, un peu désirables. Absolument. Et deux prétendants qui ne peuvent pas atteindre ce niveau-là. En plus, bon, il y a évidemment, dans l'art de Lubitsch, là je vous ai parlé de la porte, etc., le décor, mais aussi les costumes. Tout à fait entre nous. Pour un Berlinois, il avait drôlement bien les femmes. Hein. Et, entre parenthèses, on hommage quand même à la parisienne. Et typiquement, la parisienne, elle est travaillée comme ça pour les Américains, avec l'idée, et Lubitsch la travaille aussi sur ce. Bon, c'est une femme extrêmement élégante. Mais alors, évidemment, les deux autres, enfin, il y a une chose qui est passionnante chez Lubitsch, c'est la notion de l'intelligence. Justement, si on aime la vie, il faut être prêt à s'adapter à chaque instant. Donc il faut être constamment intelligent. En revanche, si on veut s'installer dans l'existence, à ce moment-là, on peut être complètement plat et d'avoir une intelligence relative. Et c'est ce que montre admirablement le film. C'est très fort, c'est très... Et puis tout ça, ce que l'admirable chez lui, c'est que c'est pas une seconde appuyée. Pas une seconde, prenez ça, et c'est vraiment... je vous lance de la graine. En fait, on peut dire qu'il filme comme on filme des oiseaux. C'est très oiseau. On ne reste pas, ça tourne tout le temps. Et en plus, avec l'utilisation déjà à l'époque, et de ce point de vue, Lubitsch avait été très fort, parce que dès 1920, quand le cinéma muet cherche un peu à découvrir qu'est-ce que c'est que le langage du cinéma, il avait osé des choses tout à fait nouvelles, enfin, presque d'avant-garde. Donc, l'utilisation du mouvement d'appareil chez lui est très intéressant. Il faut que l'appareil, justement, glisse à toute vitesse, entraîne, etc. C'est bien pour ça que je me dis que c'est la mise en scène qui mène la danse. C'est pas l'intrigue, c'est la mise en scène. Et c'est donc le déplacement, etc. Et c'est ce jeu-là qu'il propose au spectateur. Donc le spectateur vient au cinéma et d'un seul coup a le plaisir de jouer le jeu du mouvement lui-même. Ce que au théâtre, bien sûr, on peut le faire. Mais au théâtre, la mise en scène est quand même très limitée. Elle est quand même un peu lourde, la mise en scène. Elle est obligée d'être un peu lourde. Alors qu'au théâtre, au cinéma, elle peut être extrêmement légère, comme elle est difficile. Bon, d'autres réactions oui, pardon. L'incursion du trotskiste, enfin très rapide, vous pouvez en parler, c'est le monde d'en bas qui fait une incursion de quelques minutes. Ah, le monde de Trotsky. Oui. Ah oui, mais ça, justement, nous sommes en octobre, nous sommes en 32, et d'un seul coup, il y a quand même les Russes. Et la révolution russe, elle a réussi. Nous sommes donc à la fin de l'ère de Lénine et le début de Staline. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit Trotsky est encore le grand révolutionnaire. Mais alors que je ne sais pas, je ne sais plus s'il y a en 32 ou 33, qu'il va être obligé de partir de Russie et ensuite être trucidé quelques années plus tard. Mais bien sûr que là, on a le jeune révolutionnaire qui est le jeune communiste qui intervient. Et donc, si vous voulez, on a tous les éléments de la vérité sociale de l'époque, mais on n'insiste pas. Et là, on en fait quelque chose de drôle. Ce que je trouve d'ailleurs très beau, c'est que
ce soit l'escroc qui élimine le communiste, parce que de toute façon, le communiste, il est trop naïf. Alors que l'escroc, il sait comment ça se manipule, l'argent. Et comment c'est fait pour... comment l'argent, c'est fait pour être volé. C'est quand même... je trouve ça très beau, quand même. Avec une autre particularité, c'est que le discours trotskiste va être repris par la maîtresse à la fin, quand elle dit « Vous êtes capable de mettre 125 000 $ dans un sac, donc vous pouvez bien mettre 100 000 $ dans mon mari ». En réalité, c'est quand même l'écho de ce qu'a dit Trotskiste dans son argument. Non, mais de toute façon, Šelović, bon, il est surtout loin d'être un imbécile. Très loin. Mais il n'est pas dupe. Et il travaille de la façon, non pas pour nous donner la leçon, mais regardez, comprenez, et ne soyez pas dupes. Alors, justement, quand il traite le petit trotskiste, enfin, de l'importance, il le traite, c'est un garçon qui est dupe. Dupe de cette doctrine, bon, bien, merveilleux, etc., révolutionnaire, mais bon, en réalité, dans ce monde-là, c'est pas comme ça qu'on agit. On agit exactement ce que font tout le monde, que ce soit le secrétaire général de l'industrie Collet, qui est aussi un escroc. Comment être un escroc? Et Mme Collet n'arrive pas à être un escroc, mais elle a quand même des difficultés, parce que quand même, pour un sac de 3 000 francs, je sais pas quoi, c'est bon. Mais un sac de 125 000 francs, ça change. Ça, à ce moment-là, on l'achète tout de suite. Je trouve sur la notion de valeur, je trouve ça magnifique. Mademoiselle. Oui, je voulais juste rebondir. Vous dites que vous disiez que Lubitsch procédait par petites touches sans avoir l'air, et donc là, c'est un peu lui l'escroc qui nous discrètement nous glisse des sourires ou nous fait passer des idées sur l'existence sans en avoir l'air. Voilà, il y a Oui, vous savez, de toute façon, je dirais une chose, je suis de plus en plus persuadé que les grands cinéastes, ce sont... Bon, regardez le cinéma. Le cinéma, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où, d'un seul coup, est représenté ou présenté à nouveau la vie dans ce qu'elle a, de vie, la vie. On voit la vie vivre au cinéma. Alors que vous ne l'avez pas en peinture, vous ne l'avez pas en musique, ou une vie différente. Mais la vie elle-même, c'est la première fois qu'on la voit qu'elle est visible. Et pour moi, le vrai grand cinéaste, ce sont ceux qui donnent à voir la vie. Les cinéastes moyens, ce sont ceux qui s'intéressent à l'existence. Des problèmes d'existence. Bon. Alors qu'ici, on n'a pas de problème d'existence. Si, il y a un problème d'existence, il faut pouvoir voler ce qu'on peut voler. Mais simplement, il faut être attentif. Savoir lire une serrure de coffre-fort. Savoir le lire à toute vitesse. Et en plus, admirable. Tous les jeux comme ça, lorsqu'il lui dit je sais votre numéro de téléphone, votre numéro de coffre, mais il se trompe. Et elle croit qu'il se trompe. Tout est fait là-dessus. À chaque fois, une petite nuance. Voilà. Mais si vous voulez, oui. Là, il est aux États-Unis. Il est parfaitement installé aux États-Unis. Je répète, à Hollywood, à l'époque, c'est quand même Lubitsch, c'est sacré. Il ne faut pas oublier que, par exemple, des gens comme Wilder, comme Preminger, comme Mankiewicz vont travailler et sortent de lui. Donc il est, et en même temps, dans la comédie à l'américaine, qui était extrêmement importante à partir de 31-32, la comédie de Lubitsch est tout à fait à part. Enfin,
Si vous les comparez à Macaré, si vous comparez à Hawks et aux comédies, aux très belles comédies de l'époque américaine, vous ne pouvez pas avoir le même style que Lubitsch. Parce que chez Lubitsch, en aucun cas, la pensée américaine importe. La pensée américaine, et donc le résultat de tous les films américains de l'époque, c'est l'individu doit réussir. C'est la réussite qui est la preuve de la qualité de l'individu. Et en effet, une nation comme l'Amérique doit offrir la possibilité de réussir. C'est par la réussite. Bon, donc, chez Lubitsch, la réussite, vous voyez bien qu'elle n'est pas du tout dans l'esprit américain. Absolument pas. Elle est simplement dans l'instant. Dans l'escroquerie. Comment? Aussi dans l'escroquerie. Dans l'escroquerie, c'est tout. C'est une réussite dans l'escroquerie. Elle est dans l'intelligence en action. C'est-à-dire, le monde est comme ça, d'un seul coup, bon, je peux faire ça, je peux prendre ça, etc. Sur l'impossibilité de disposer. Alors que dans le système américain, c'est la possibilité d'imposer et non pas de disposer. Il faut imposer. À la fin, le happy end américain, qui a été quand même la règle du cinéma américain hollywoodien jusqu'à 1960-70, c'est il faut aller vers le futur, s'approprier le futur, s'installer dans le futur et vivre dans le futur. C'est-à-dire, en d'autres termes, l'action doit réussir et doit être une réussite, et à la fin, on est dans le futur. Alors que chez Lubitsch, en aucun cas, vous êtes dans le futur. Vous regardez ce film. Vous n'êtes pas dans le futur. Vous êtes que dans du présent, et à la fin, c'est merveilleux. Ils sont dans la voiture, et ils sont toujours dans le présent. La preuve, t'as pas vu que je t'avais piqué ça, t'as pas vu que je t'avais piqué ça, etc. On est que dans le pur présent. Et là, vous avez une toute autre pensée. Ce qui est intéressant d'ailleurs, si vous réfléchissez au cinéma en général, vous apercevez que depuis 60-70, l'ère classique du cinéma, et en particulier chez les Américains, a disparu. Et maintenant, on est arrivé à une autre forme où on ne travaille plus sur les trois temps, passé, présent, futur. C'est-à-dire un passé pèse, il y a une crise, un passé pèse sur le présent, donc il y a cette dramaturgie-là. Comment régler cette pesanteur qui nous empêche de vivre? Et donc il faut construire et aller, il faut que l'action aille vers un futur qui nous libère. Voilà. Ça, c'était la tradition. Aujourd'hui, vous n'avez plus ça. Regardez la plupart des films, même les Français, etc., aucune importance, on n'est que dans du présent, que dans de l'instant. Et l'instant peut régler. Mais le futur n'est plus mis en question en tant que sujet principal. Sauf dans les mauvais films. Alors, dans les mauvais films, bon, d'accord, vous avez toujours le happy end dans toute son horreur, mais un bon film aujourd'hui, c'est comment régler le problème du présent, et même du passé, mais pas du futur. Le futur, on n'en est pas le maître. Voilà. Amusez-vous en tant que spectateur à voir quand même comment les choses évoluent, et si les choses évoluent, c'est que la pensée du monde elle-même a évolué. En 120 ans, c'est beaucoup. Et 120 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en 120 ans, et que les sociétés se sont modifiées, la pensée des sociétés se sont modifiées, etc. Le cinéma, pour moi, ça sert à ça, entre autres, à comprendre la vie, et en particulier sur la dramaturgie, comment est construit un film. D'autres questions? Moi, je veux bien un petit point sur une figure assez particulière du film. Je veux bien un petit point sur une figure assez particulière du film. C'est la figure du volet. Il y a deux moments dans le film où Lubitsch utilise des volets presque en série comme ça, deux moments qui se répondent l'un l'autre. Oui. Quand elle va acheter son sac, justement,
et où on lui répond oui madame, non madame, etc., qui va être repris par la suite. Comment est-ce que tu lis cette utilisation-là et comment est-ce que tu le relis à une question qui est on associe très souvent à Lubitsch et qui est travaillée de façon absolument géniale dans ce film, qui est la figure de l'ellipse. C'est pas une question de l'ellipse. Il fait pas d'ellipse réellement. Il fait des rapports. Je dirais des glissements. Telle chose, telle chose, telle chose. Et d'un seul coup, il faut se souvenir que. Il faut se souvenir de telle chose, telle chose, telle chose. Bon, j'avais pensé par exemple au début. Ça va tellement vite que c'est tellement rapide. Mais bon, si. Alors, dans la construction dramatique, vous l'avez, ça. En revanche, développé. C'est-à-dire lorsque, comment il s'appelle, l'admirable qui s'est fait voler au départ. Philibert. Quand il cherche à savoir où est-ce qu'il cette figure-là, et justement, il essaye à ce moment-là, le jeu est fait sur. Alors, attention, le jeu est très complexe, car il faut, nous, spectateurs, qu'on se souvienne qu'il a été volé par notre héros. Bon. Qu'à ce moment-là, il faut qu'on se souvienne que, en effet, l'autre peut se souvenir de lui, puisqu'il a été volé par l'autre. Mais en même temps, il est vraiment trop bête, donc il ne peut pas y penser. Donc, on va jouer à fond sur qui est-ce, etc., à chaque fois. Et à la fin, simplement, lorsqu'il a la chose qui le rappelle, c'est-à-dire le cendrier qui était une gondole, immédiatement, gondole, Venise, bah oui, voilà, c'est lui. Et voilà comment c'est construit. Et c'est toujours comme ça chez Lubitsch. Vous avez juste un signe, un détail, à vous de vous en souvenir. Et donc, spectateur, de recevoir le plus d'informations et de jouer de toutes ces informations. L'art dramatique est aussi, bon, il n'y a pas que l'art dramatique, mais enfin, disons, le récit est fait sur l'information. Donc, comment jouer les informations. Et comment plus stupide que ça, parce qu'en fait, le vrai déclencheur, c'est quand l'autre lui dit, il est encore plus stupide que ça, parce que c'est quand l'autre lui dit, je l'avais pris au début pour un médecin, c'est ça le déclencheur définitif. C'est ça. Tout se rejoue. Et tout à fait. Et tout le jeu aussi sur les 100 000 francs, les 800 000, etc. Tout ça est merveilleux. Quoi. Et la rapidité. C'est plus un autre détail, mais sur le médecin, c'est drôle aussi, parce que quand on voit, quand ils vont au théâtre, les deux prétendants avec Madame Collet, il y en a un, le Philibert, qui essaie de parler avec le major, et le major répond pas, et puis à un moment, il dit, c'est comment en français? Amidal, voilà, en octante sans en anglais. Et là, on a aussi... Mais non, c'est merveilleux. C'est-à-dire que d'un seul coup, oser, en tant qu'auteur dramatique, ressortir le mot amidal, qui a été mis en ridicule au début, pour refaire immédiatement. Et d'un seul coup, le spectateur est obligé de faire le lien, etc. Donc ça, c'est le génie de Lubitsch. Il n'y en a pas un autre qui fait ça. À ce point-là, personne d'autre. Il annonce en fait que c'est le major qui va déclencher la mémoire. Quoi. Je crois que madame derrière peut... Je suis très contente de vous rencontrer ce soir ici, c'est très bien, parce que j'ai essayé plusieurs fois et j'étais un peu paresseuse. Je regrette bien parce que c'est passionnant ce que vous nous dites. Voilà, moi, ce qui m'intéresserait, en fait, voilà ma question. Est-ce que, je parle anglais couramment, donc j'essaie de... Moi pas. Ah, ma question, c'est que je suis à peu près persuadée, sûre qu'il y a des jeux de mots très subtils, très fins. Ah, c'est bon, oui, bien sûr. Oui, parce que, Lubitsch, juif berlinois, voilà. Sachant, c'est une partie de ma culture, donc je sais qu'il y a des jeux de scènes, des jeux de mots, et ça m'intéresserait de savoir un petit peu plus.
Il y a entre autres tous les jeux de la sexualité non dite. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui se disent sans être dites. Je trouve admirable ce moment-là de pure mise en scène, le moment où enfin il aperçoit le lit. Et ensuite, ce lit est vu d'abord comme un premier miroir. Et ensuite, un deuxième miroir. Et à la fin, il n'y a plus que les ombres sur le lit où on peut imaginer qu'est-ce qu'on peut faire dans un lit. Bon, ça c'est l'immense plaisir de l'audition. Oui, mais là, vous parlez du visuel. Mais vous parlez du visuel. Oui. Mais moi, ma question porte sur les jeux de mots. Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on connaît? Écoutez, ça sur les mots, moi je me fie un peu à la traduction, aux sous-titres. Mais non, il est évident que Lubitsch travaille à fond le dialogue et justement le jeu de mots des dialogues. Moi je ne sais pas toujours si je trouve. Quand on pense au nombre de gens qui font des comédies et qui font des comédies en jouant un mot pour faire rire, chez Lubitsch, vous n'avez jamais ça. Chez Wilder, peut-être plus. Comment? Chez Billy Wilder. Billy Wilder, c'est quand même l'Autrichien qui quand même a travaillé avec Lubitsch. Eh bien, et de toute façon, Wilder reconnaissait l'importance de Lubitsch pour lui. Mais je préfère. J'aime beaucoup Wilder, la question n'est pas là, mais je trouve Lubitsch tellement plus fort. Tellement plus fort. Parce que justement, c'est absolument. Vous l'avez compris, tant mieux, vous ne l'avez pas compris, c'est pareil. Ça continue. Parenthèse, puisqu'on parle de l'ombre projetée sur le lit, un plan génial qui renvoie vraiment à la façon dont on filme le lit, qui regarde comme ça avec une espèce d'admiration sensuelle avant qu'on lui dise non mais c'est le lit de la bonne. Une idée là aussi géniale, mais qui par ailleurs renvoie quand même à la première couche avec le canapé sur lequel il s'allonge avec sa première maîtresse, avec ce fondu enchaîné qui est un des plus érotiques de l'histoire du cinéma d'après moi, enfin vraiment, avec celui où on les voit dans un premier temps se coucher l'un sur l'autre, puis disparaître dans le fondu enchaîné, ce qui dit l'enchevêtrement de leur corps. C'est dément, c'est une idée géniale. Ça c'est Lubitsch. Ça c'est Lubitsch. Ça va jouer à fond. Tous les sens, toutes les essences, je pourrais dire aussi, sur les mots, et savoir que tout est fait sur la subtilité, tout le temps. Tout le temps. Alors, on est dedans, on n'est pas dedans, et puis c'est en fait, je trouve que quand un auteur comme celui-là fait une telle confiance au public, vous n'avez pas le droit de penser que vous n'êtes pas intelligent. Vous aussi, au moins comprendre quelque chose. Je trouve ça magnifique. Alors qu'il y a tellement de gens aujourd'hui qui vous imposent leur intelligence en disant vous voyez comme je suis intelligent. Voilà. Bon, au moins on est là, c'est très grand. Ce qui pour moi, après je passe la parole à ça pour dire la question, mais pour moi c'est une des puissances du film, c'est son immoralité joyeuse. Et la fin du film, de ce point de vue, est démente, parce que moi, spectateur, je crois absolument qu'il est doublement amoureux de ces deux femmes. Et les films de 1932 qui nous racontent ça, c'est dément. C'est-à-dire que les deux femmes sont possibles. C'est-à-dire qu'il y a la femme de l'instant et la femme de la durée. Et on pourrait avoir les deux, mais bon. Ça joue à fond. Et les deux comédiennes sont sublimes. Magnifiques. Merci. Ça peut paraître incongru, mais est-ce que vous verriez un certain rapport ou certains rapports avec les Marx Brothers? De toute façon, les Marx Brothers, ils ont déjà un tout petit peu démarré. Mais là, on est en plein cœur des Marx Brothers. En 1932, c'est le moment où ils ont un très grand succès. Alors,
c'est difficile à dire parce que c'est justement, les back closers, c'est le comique. Ce n'est pas le comique. Donc, ils sont 3 d'accord, mais chacun des 3 a un comique. Que ce soit Harpo, machin, bon, le nom, j'arrive à l'âge Rousseau, Chico. Voilà, bon. Mais la construction des back closers est une construction toujours véritablement comique avec le côté catastrophe. Je répète, le comique, c'est l'affrontement avec l'univers et avec les lois de l'univers. Donc on est pris dans les lois de l'univers et comment on résiste ou on ne résiste pas aux lois de l'univers. D'où le gag comique. Ici, vous n'avez aucun gag comme ça. Donc, si vous parlez des back closers, les back closers sont typiquement faits sur le gag, je dirais, des lois comment ça s'appelle la gravitation, etc. N'oubliez pas que le premier élément comique sur scène, c'était la chute. Dans les farces du Moyen-Âge, la chute était le gag comique par excellence. On chute. Donc, celui qui chute, forcément, fait rire parce qu'il est ridicule, parce qu'il n'a pas été capable de résister aux lois de l'univers. Donc, de ce point de vue-là, les back closers jouent à fond ça. On est dans le déséquilibre constamment chez les back closers. Alors, donc, on est dans des comiques. De même, par exemple, chez Jerry Lewis, c'est pareil. Ce ne sont pas des comédies, ce sont des comiques. Alors que le comique, bon, c'est admirable, mais il faut justement avoir des gens qui ont la capacité d'affronter l'univers. Chaplin le fait admirablement bien. Bon, la différence avec Chaplin, le problème de Chaplin, c'est qu'il est à la fois comique et il joue aussi la comédie. Donc, il est un peu plus complexe. Et en particulier, lorsqu'il est arrivé en 35-36 avec les lois dites. Lorsqu'il est ouvrier, là. Le temps moderne. Comment? Le temps moderne. Le temps moderne, oui. Avec le temps moderne. Bon. Mais de plus il va aller, après ça va être M. Verdeau, etc., plus il va aller plutôt vers la comédie. Il va abandonner. En fait, quand il abandonne son personnage de Charlot, il abandonne le côté comique. Alors que, par exemple, ici, pas un instant, un personnage est comique. Ridicule, ô combien. Tous les capitaines, tout ça, ils sont ridicules. Ils sont bêtes, tant pis pour eux. Ils sont bêtes, mais en même temps, surtout bien installés. Donc, ils sont d'autant plus bêtes qu'ils sont bien installés. Alors que le film lui-même, les personnages principaux, c'est-à-dire le trio, c'est la comédie, c'est-à-dire justement ce jeu de variation perpétuelle. C'est ça qui compte. Et vous n'êtes plus dans le rapport ne se fait pas contre les lois de l'univers, il se fait sur les lois de la société. Donc, ça se joue là-dessus. Et c'est le problème de la comédie. Remarquez, si vous prenez la comédie chez Molière, vous avez ça chez Molière. Mais chez Molière travaille quelquefois le personnage. Il travaille quelquefois enfin, il ne travaille pas les personnages. On pourrait ne jamais arrêter. Merci beaucoup, Jean Douché. Merci.